Une nuit d'excellence, on bâtit mon pays. Je pense que le décor a été suffisamment bien planté. Je retiens donc de l'exposé et surtout de la première introduction du professeur Pierre Kipré que l'indépendance n'est pas la souveraineté. Je retiens également que pour être souverain, il faut être indépendant. Et pour être indépendant, il faut être souverain. Donc c'est un concept d'une grande densité. Mais ce dont nous allons parler, c'est les conditions de la réconciliation. Réconcilier, c'est remettre d'accord ou remettre en harmonie des personnes qui ont été brouillées. De ce point de vue, si nous voulons une réconciliation en Côte d'Ivoire, nous devrions arriver à des communautés en Côte d'Ivoire, qu'elles soient des communautés politiques, des communautés ethniques, qui vivent en harmonie dans un pays où la règle, c'est la loi et la République. La Côte d'Ivoire a connu des bruits. La première bruit, ça a été celle de 1963, si vous en souvenez, le fameux complot qui avait conduit beaucoup de cadres en prison à Yamoussoukro. Et le traitement de cette question est important parce qu'il va influer sur la suite de mon développement. C'est qu'une fois que Félix Houphouët-Boigny s'est rendu compte qu'il avait été induit en erreur, il a rappelé à différentes fonctions administratives les personnes qui avaient été injustement accusées, il les a réhabilitées. Comme cela s'est passé au Burkina, après le coup d'État de 2015 au Burkina, certaines personnes qui avaient vu leurs biens détruits ont été dédommagées par l'État du fait de la destruction de ces biens. Retenons donc cette partie pour voir quel a été le traitement similaire en Côte d'Ivoire. La seconde bruit, ça a été en 1990. On ne peut pas appeler ça une bruit réellement, c'est-à-dire le professeur Kipré vous en a parlé tout à l'heure, il s'était donc agi ici de l'introduction du multipartisme qui n'était pas accepté par les caciques du PDCI. Étant donné que les institutions de la République avaient très bien fonctionné après l'introduction du multipartisme en actionnant l'article 7 de la Constitution, nous n'avons pas eu besoin de lancer une réconciliation parce que les lois de la République étaient respectées, étant donné que chaque citoyen rentrait dans ses droits automatiquement. Nous n'avons pas eu besoin de lancer de la réconciliation. La troisième, c'était en décembre 1999, lorsque, répondant à l'injonction des jeunes mutins, le général Guy Robert avait pris le pouvoir par la force, sans effusion de sang, obligeant du coup le président Bédié à prendre les routes de l'exil avec quelques cadres du PDCI. Dans un souci de réconciliation, un gouvernement d'union nationale avait été rapidement mis en place, auquel participaient les trois principales forces politiques du pays à l'époque, par ordre alphabétique, le FPI, le PDCI et le RDR. C'est-à-dire que même le PDCI qui avait perdu le pouvoir avait été appelé à la gestion de ce pouvoir-là, avec le général Guy Robert. La Constitution qui était suspendue a été réécrite par une constituante, majoritairement composée de la société civile. Mais elle va donner naissance à une deuxième république, avec tous les espoirs que l'on sait, où le chef de l'État ne peut plus être président de la République. Le chef de l'État qui est le président de la République ne peut plus être à la tête d'un parti politique. Mais à l'écriture, déjà à la mise en œuvre de cette constitution, les Ivoiriens sont divisés par la question du « et » et du « ou ». Les militants et sympathisants de M. Alassane Dramane Ouattara, je dis bien M. Alassane Ouattara parce qu'à l'époque il n'était pas encore chez l'État, estimant que la constitution comportait en son sein des clauses discriminatoires ou du moins exclusionnistes. Mais ce qui est frappant à cette époque, c'est que l'intéressé lui-même n'appelle pas à voter non pour cette constitution. Donc une grande ambiguïté qui amène le peuple de Côte d'Ivoire à voter cette constitution à 86%. Elle est mise en œuvre, des élections sont organisées. Et c'est au cours de la proclamation des résultats que des tensions naissent.
dans le pays. Je ne vais pas passer sous le poisson le fait que certains candidats, notamment du RDR et du PDCI, sont éliminés par le juge des élections, qui est donc la chambre administrative de la Cour suprême à l'époque. Notamment le président Bédier, parce qu'il ne s'était pas fait examiner par un médecin local. Le candidat du RDR, parce qu'il ne remplissait pas certaines conditions de la Constitution. Les élections, donc, sont organisées, et comme je le disais, au cours de la proclamation des résultats, des tensions naissent. Et c'est la volonté populaire qui permet de valider la victoire dans les urnes de celui qui sera le président de la République par la suite, c'est-à-dire le président Laurent Gbagbo. Quelques jours donc après la proclamation de ces résultats, les militants et sympathisants du RDR, dont le candidat n'avait pas participé à ces élections, descendent dans les rues et demandent la reprise du scrutin. Évidemment, dans le cadre de l'établissement de l'ordre, il y a eu des blessés malheureusement et des morts. On a donc deux manifestations qui se succèdent. Celle de la population qui descend dans les rues pour imposer le verdict des urnes face aux tensions nées lors de la proclamation des résultats, et la seconde manifestation liée au fait que certains manifestants demandaient donc la reprise du scrutin. Et cela constitue un moment de bruit avec la découverte des corps dans les environs d'Abobo sur lesquels beaucoup de thèses sont développées. Ont-ils été ramassés et regroupés quelque part par les gens qui voulaient salir donc l'arrivée au pouvoir du nouveau régime, ou bien qu'est-ce qui s'est passé réellement? Étant donné que c'est la rue où la population qui avait donc imposé le verdict des urnes, le chef de l'État, qui était donc le général Guy Robert, se retire du pouvoir et s'installe dans son village à Kabakouma après un épisode par un village lacustre. Un groupe de cadres ivoiriens fonde l'UDPCI autour donc de l'ancien président Guy Robert afin de lui offrir les moyens d'une compétition démocratique et dissuader tous ceux qui seraient tentés de l'embarquer dans une autre aventure de prise de pouvoir par la force. Je le dis parce que votre serviteur fait partie de ceux qui ont créé cette force politique. Nous avons rappelé tout à l'heure que le président Guy Robert avait été obligé par les jeunes mutins à prendre le pouvoir. Nous le voulions donc éviter donc toute tentative donc de prise du pouvoir par la force. Nous avons créé donc l'UDPCI. Le RDR boycotte les élections législatives qui ont suivi la présidentielle par solidarité avec son candidat qui a été recalé. Soucieux de contribuer à la paix sociale, l'UDPCI, dont le président avait été éjecté du pouvoir par la rue, décide donc de céder ses 14 députés au FPI pour constituer la majorité parlementaire de l'époque et gouverner ensemble. Le président Laurent Gbagbo va donc former un gouvernement de large ouverture, d'union nationale ou de réconciliation, comme on le dit, qui va donc regrouper toutes les forces politiques. Votre serviteur fait partie de ce gouvernement au titre de l'UDPCI, mais le gouvernement regroupe des ministres FPI, des ministres RDR, des ministres PIT. Souvenez-vous, c'était avec Gabran Apia à l'époque et d'autres personnes. Le RDR refuse de participer à ce gouvernement. Ma première mission se trouve à Bruxelles, le jour de mon anniversaire, le 13 février 2001. Lorsque nous rencontrons la Commission de l'Union européenne, on nous demande de nous arranger pour une gestion et une répartition du pouvoir qui puisse équilibrer les centres de décision et nous demander en même temps, je le signifie parce que cela avait été remarqué à l'époque, j'étais avec feu à son âme le ministre Boumboabré, qui puisse permettre au RDR d'avoir ses représentants au niveau même de la magistrature. La réponse que je lui ai donnée ce jour à mon interlocuteur, c'est de dire au niveau de la Commission européenne qu'on nous donne
le mode opératoire qui permet de désigner des représentants des partis politiques au niveau de la justice. Et nous allons l'appliquer en Côte d'Ivoire. Je pense qu'il avait tout à fait bien compris qu'il est allé trop loin dans sa demande qu'il nous faisait. Sans se décourager de ce refus donc du RDR, après les élections municipales, est organisé le Forum de réconciliation nationale, présidé par celui qui avait été donc le Premier ministre de la junte au pouvoir, Sékou Diarra. C'est l'occasion pour tous les leaders de venir s'exprimer, après que toutes les couches sociales, socio-professionnelles se soient exprimées à l'époque sur les conditions de la réconciliation. Et de ce forum-là, sont sortis un certain nombre de résolutions dont la mise en application avait commencé. Et le 5 août 2002, le RDR est invité à rentrer dans le gouvernement encore avec une certaine insistance. Ce qu'il accepte cette fois-ci. Et il est constitué un gouvernement de réconciliation nationale avec des postes importants pour le RDR. On croyait donc la situation politique décrispée 44 jours après la formation de ce gouvernement, pour lequel votre serviteur avait dû céder sa place de ministre du Commerce. 44 jours après la formation de ce gouvernement, nous sommes au 19 septembre. Et c'est un coup d'État qui s'est mue en une rébellion qui partitionne le pays en deux parties, qui règle la zone CNO qu'on appelle la zone centre-nord-ouest en couple réglé. Les accords de Marcoussis. Donc 8 ans durant, le pays est en couple réglé. Les accords de Marcoussis accordent à la rébellion tous les privilèges, sans qu'elle ne concède la seule et unique concession qui lui était demandée, c'était le désarmement. À chaque avancée sur les sacrifices du gouvernement, comme par hasard, un incident intervenait pour bloquer le processus et ne pas permettre donc à nos amis de la rébellion de faire leurs efforts. Je me souviens même qu'à l'époque, on nous interdisait même d'appeler nos frères en face de rebelles, de les appeler les forces nouvelles. Il était même interdit de les appeler les assaillants. Et ces incidents, je vous les rappelle, en tant que membre, donc, j'étais revenu au gouvernement, et il y avait des personnalités qui étaient assassinées lorsque la rébellion se retrouvait devant la difficulté d'avancer. Souvenez-vous de H. Souvenez-vous de mon frère Bernard T. Quel était le poids politique et la menace de ces personnes pour qu'elles soient assassinées par le parti, par le régime, par le gouvernement? Quel était le poids? Quelle est la menace qui constituait? C'est une question à se poser. Mais chaque fois qu'il y avait donc ces assassinats, ok, les rebelles se retiraient à Boaké, le conseil des ministres était suspendu, et on tournait en rond encore en train de chercher d'autres solutions pour les satisfaire. Membre du gouvernement issu donc de Marcoussis, du gouvernement de réconciliation nationale, en tant que républicain, j'avais particulièrement souffert d'une seule chose. Et je pense que l'ex-président de l'Assemblée nationale, Soro, le dit dans une vidéo, pour dire qu'on restait à Boaké, on insultait Laurent Gbagbo. Le lendemain, nous revenions au Conseil des ministres. Et alors que je m'attendais à des représentants, ils me demandaient, Soro, comment ça va? Moi, j'avais été marqué par une image. On avait fait toutes les concessions. J'avais moi-même amené Gueux Michel à Diopoué. Je m'étais agenouillé devant mes parents parce que c'était une zone inaccessible des souffrances qu'elle avait eues. Je m'étais agenouillé devant mes parents pour que les forces nouvelles soient acceptées et que nous puissions vraiment. Au lendemain de ça, le 7 août, la prise d'armes qui s'organisait au palais présidentiel à Abidjan était concomitamment organisée aussi à Boaké. Et le lendemain, les gens revenaient au Conseil des ministres comme si rien ne s'était passé. Souvenez-vous des passations de grade de colonel en général de mon collègue le ministre Gueux Michel. Le président Laurent Gbagbo avait été tellement outré par cette défiance à l'autorité de l'État auquel ils appartenaient, parce qu'ils étaient membres du gouvernement, qu'il avait demandé à un conseil des ministres, lorsque Gueux Michel était passé général par les forces nouvelles et qu'il était arrivé au conseil des ministres, il lui a demandé, monsieur le ministre, vous êtes général mais vous êtes colonel. Il avait répondu, je suis colonel. Et c'est dans ce contexte qu'une élection sans désarmement est organisée et a conduit au prévisible désastre que l'on connaît. Je rappelle ici que si le Gabon, si le Cameroun, si la République démocratique du Congo
L'un de ces pays avait organisé une élection avec des forces internationales présentes sur son territoire en plus grand nombre que les forces de l'armée régulière et que la moitié du pays était occupé par une rébellion, nous aurions eu le même désastre. Parce que cette élection n'était pas organisée pour permettre de savoir qui avait gagné les élections, mais de savoir qui devait les gagner. Souvenez-vous de cette phrase de Choi, qui, sortant complètement de son rôle impartial, en quittant la Côte d'Ivoire, avait dit « Laurent Gbagbo, c'est fini ». Mais quand on a fini de dire ça, il faut en apporter les preuves. Et ce que nous avons vécu en Côte d'Ivoire n'était, de mon simple avis, que la conséquence de ces propos. Pour légitimer donc auprès de l'opinion internationale que Laurent Gbagbo était le problème et que la force employée était la solution, il fallait tout faire pour donner raison à Choi qui avait dit que Laurent Gbagbo était fini. D'où la mise en place de deux axes. Le premier axe, c'était un axe national de justice des vainqueurs. Et le deuxième axe, c'était l'instrumentalisation de la CPI à des fins de prise en otage de celui qui pouvait gêner donc la gouvernance en place. Et éviter donc toute velléité démocratique. Vous savez, par moments, je rappelle que c'est par décence républicaine que je ne veux pas insister sur certains faits. Et quand nous parlons de réconciliation et que l'on veut occulter la vérité des faits dans cette réconciliation, elle est difficile à mettre en marche. Ce qui va tout à l'heure aboutir à ma conclusion là-dessus, sur ce phénomène de réconciliation. Vous savez, porter un tricot de l'opposition valait peine de mort en 2011. Quand on n'a pas vécu ça, on peut faire des décubrations. Mais celui dont le parent a vécu ça, ce n'est pas possible de lui parler de réconciliation en pensant que par un coup de baguette magique, on y arrivera. En lieu et place d'une réconciliation véritable qui était la promesse des sages d'Afrique qui étaient venus rencontrer le président Laurent Gbagbo même à Kourogo, on a assisté à la mise en place d'un pouvoir que nous n'avons pas qualifié, mais que l'Union européenne, pour lequel l'Union européenne a fait un rapport pour le juger d'autocratique. Mais, de notre point de vue, humble point de vue, quels étaient donc les actes à poser pour une vraie réconciliation? Dans notre bref rappel, l'on aura noté que ceux qui sont au pouvoir aujourd'hui à Abidjan ont été portés par une rébellion. Et l'élection de 2010 n'a fait que parachever le plus long coup d'État de l'histoire du monde. Une fois le pouvoir conquis. Au lieu de restaurer l'état de droit, l'option a été faite de la justice des vainqueurs et a renforcé les dissensions entre les communautés. Or, la principale condition de la réconciliation, c'est le retour à un état de droit. En effet, si aucun citoyen n'est exproprié de ses biens, de ses droits, si aucun paysan n'est exproprié de ses terres, dès lors que les domiciles ne sont pas occupés par des ex-miliciens qui ont aidé un pouvoir à s'installer, dès lors que les paysans qui avaient des forêts juste dans leur environ immédiat, qui étaient les riverains de ces forêts, ont respecté l'autorité de l'État en ne les exploitant pas, voir ces forêts occupées par d'autres personnes qui arrivent par vagues entières, vous ne pouvez pas instaurer un climat de réconciliation dans un tel pays. Parce que la vue de l'exploitation de la forêt qui lui avait été interdite lui rappelle à chaque fois que ses droits sont brimés. Dans ce pays qui nous accueille et qui est la France, catholiques et protestants se sont battus pendant des années. Et je voudrais vous dire que pour moi qui ai vécu en Ardèche, dans les Cévennes justement, et qui ai connu les souffrances des protestants, les dragons du roi, j'ai visité des musées dans lesquels vous trouverez aujourd'hui
une cheminée pour faire descendre le pasteur lorsque les dragons du roi devaient arriver. C'est-à-dire, ils ont des assemblées chrétiennes. Lorsque ces assemblées chrétiennes s'organisent, il y a des veilleurs qui donnent l'alerte pour que le pasteur puisse descendre par la cheminée et ne pas être récupéré par les dragons du roi. Et les Bibles étaient cachées derrière de grosses pierres. C'est pour vous dire quelle a été l'intensité de ce conflit-là. Vous connaissez la Sainte-Barthélemy. Les Français, pour la question des catholiques et des protestants, se sont réconciliés de fait et de façon systématique autour de la laïcité et de la République. Il n'y a pas d'autre mécanisme pour réconcilier un peuple que de faire respecter l'état de droit. Aujourd'hui, des ONG, telles que celle de Benoît Scheuer, qui avait écrit à son temps La poudrière identitaire, sont devenues subitement aphones au point de ne pas les entendre sur ce qui se passe en Côte d'Ivoire. La cerise sur le gâteau de tout ça, c'est quoi? C'est le rôle de la CPI. Il me convient, en ce moment de mon propos, de vous rappeler que votre serviteur n'est pas militant du FPI. Beaucoup de mes camarades et beaucoup de mes contradicteurs du RHDP me rappellent souvent: tu ferais mieux de faire la promotion de l'AIRD que de chaque fois parler du FPI. Je dis, je ne parle pas du FPI. Je parle de ce qui a été fait à mon pays. Et que si cela avait été fait à quelqu'un du Nord pendant que moi je suis de l'Ouest, j'aurais été plus à l'aise pour être plus agressif et plus défenseur. Parce que chaque fois que vous réagissez à une injustice en Côte d'Ivoire, on va voir d'abord votre origine ethnique avant de voir la cause que vous défendez. Dans ce pays-là, des gens sont morts pour défendre la vérité. Résultat des courses, ce pays aujourd'hui est un pays développé où les libertés, même si certaines, on connaît un petit recul dessus, sont défendues. C'est-à-dire que le chef de l'État d'un pays comme la France peut avoir des intérêts particuliers qui l'amènent à bombarder un pays, mais les institutions de ce pays peuvent accueillir les réfugiés du régime qui a été combattu. C'est notre cas aujourd'hui ici. La loyauté que nous appliquons n'est pas une loyauté à seulement un individu, c'est une loyauté à l'esprit de justice et à l'esprit républicain, dans lequel nous devons rappeler que dans la République, c'est la loi qui est le roi. Alors que dans une monarchie, c'est le roi qui est la loi. Et notre principe, c'est d'arriver à faire en sorte que la loi soit le roi en Côte d'Ivoire. Notre combat, donc, c'est le combat du plus jamais. Parce que le complot ne profite ni à la France, ni à la Côte d'Ivoire, nous devons le dénoncer. La preuve en est, la santé des entreprises françaises en Côte d'Ivoire n'est pas au mieux aujourd'hui. C'est une situation qui ne profite qu'à des individus. Et si nous venons ici pour parler de ces discours, c'est parce qu'en Ardèche, j'ai bien appris que les contraintes imposées aux Français par le système de l'Union européenne sont les mêmes que ce que nous dénonçons dans les accords de Cotonou. Donc pourquoi ne pas se mettre avec les peuples pour faire la coopération des peuples et de parler chaque fois des Français, des Français. Il n'y a pas la France qui est contre la Côte d'Ivoire. Il y a des systèmes installés en France qui sont contre les pays africains, que Français et Ivoiriens doivent se combattre ensemble, la main dans la main. Sans le patriotisme du général de Gaulle, sans le patriotisme du général Leclerc, si vous allez à Denfert-Rochereau, vous trouverez une plaque commémorative à l'honneur du colonel Tanguy. Si vous allez aujourd'hui à Valence, vous trouverez des plaques commémoratives sur les places publiques en l'honneur de ceux qui ont combattu. Sans ce patriotisme-là, nous n'aurions pas eu aujourd'hui un pays des droits de l'homme ici. Et donc, c'est ce patriotisme dont nous voulons nous inspirer. Qu'on ne vienne pas prendre le nôtre pour le ridiculiser de quelque façon que ce soit. Parce qu'il est un patriotisme qui doit nous permettre de construire des États aux institutions fortes. Nous ne sommes peut-être pas sûrs de survivre à nos idées, à nos convictions. Mais nos convictions, nous survivrons. Et nos adversaires ne survivront pas à nos convictions. Parce qu'elles sont la vérité. Dans la tragédie ivoirienne, ce n'est pas le peuple français qui est en cause, mais certains de ses dirigeants qui ont joué la carte de leurs intérêts personnels. Je vous ai tout à l'heure parlé de notre rencontre à Bordeaux, pour laquelle je voudrais vous remercier. L'état de droit dont nous parlons, c'est d'abord la justice internationale. Le respect de la jurisprudence de la Cour européenne de justice. Le respect du principe de l'acquittement.
par lequel Laurent Gbagbo doit être dans son pays. Celle seule présente rendrait la réconciliation automatique. Car aucun Ivoirien digne de ce nom ne peut accepter qu'un homme acquitté par la justice internationale ne puisse jouir de sa liberté. Nous parlons bien des Ivoiriens dignes de ce nom et non pas des prédateurs de la Côte d'Ivoire ou de ceux qui font les Ivoiriens des métayers. Nous avons eu la chance de toucher un peu, je ne dirais pas aux mathématiques, mais à l'arithmétique. Pour tous ceux qui ont fait une classe de seconde, lorsqu'on commence les équations de second degré, je sais que vous avez tous fait, il y a ce qu'on appelle le discriminant. Delta égale B carré moins 4AC. Lorsque l'équation est de ce type AX carré plus BX égale plus C égale 0. Et tous les jeunes savent qu'on calcule le discriminant. On le démontre enfin avant de retenir la formule. Et quand on calcule le discriminant, il est soit positif, il est négatif, il est nul. Quand le discriminant est négatif, il n'y a pas de solution à l'équation. Quand le discriminant est nul, il y a une double racine. Et quand le discriminant est positif, il y a deux racines distinctes. Donc, la présence ou l'absence de Laurent Gbagbo est le discriminant de la réconciliation en Côte d'Ivoire. Quelle est l'équation de la réconciliation? Si Laurent Gbagbo est présent en Côte d'Ivoire, le discriminant est positif, donc la réconciliation est automatique. Il y a donc deux racines distinctes qui sont la paix, la cohésion et le fait que les gens vont et viennent comme ils veulent. Si le discriminant est négatif, il n'y a pas de racines, c'est-à-dire qu'on sera toujours en train de tourner en rond parce que Laurent Gbagbo ne sera pas en Côte d'Ivoire. Qu'il ait 3 ou 4 partisans, là n'est pas le principe. Le fait de savoir c'est qu'il a des partisans et qu'il faut que ce soit l'état de droit qui s'applique. S'il avait été reconnu coupable, peut-être que nous serions en train de pleurer ici aujourd'hui, mais il a été acquitté. Puissent donc les autorités de ce pays nous entendre. Ce serait donc une bonne occasion, mais puisse le pouvoir d'Abidjan nous entendre. Lorsque vous parlez de ces choses, on vous considère comme les adversaires du pouvoir. Non, on n'a qu'à nous considérer comme ceux qui veulent aider le pouvoir. Je dis souvent à mes interlocuteurs du RHDP que vous oubliez que celui que vous servez là, c'est l'ancien DGA du FMI. Le FMI qui incarne, ou qui incarnerait, ou qui voudrait incarner la bonne gouvernance dans le pays, puisqu'il a imposé les programmes d'ajustement structurel aux pays africains. Et c'est son DGA que vous servez avec autant de haine. Mais vous desservez le FMI, vous desservez la crédibilité de votre mentor. Autant nous aussi nous disons aujourd'hui que dans la communication, ayons les codes nécessaires pour que nous puissions nous faire entendre. Ils doivent savoir qu'aujourd'hui là, si l'Union européenne peut écrire que le régime d'Abidjan n'est pas aussi solide qu'on le croit, et que les statistiques sont des statistiques qui reposent sur des référentiels qui peuvent être biaisés, ça on pourra aussi en parler. Parce que si vous dites, moi j'ai un salaire de base et une indemnité qui me ramène à 600 000 francs de salaire, vous me donnez, j'ai le salaire de base qui est de 200 000, j'ai mes indemnités qui font 400 000, j'ai 600 000 francs de salaire. Bon, ça c'est rare en Côte d'Ivoire, mais prenons cet exemple. Et puis vous me donnez 60 000 francs d'augmentation. Vous allez dire globalement mon salaire a augmenté de 10%. Mais si vous ramenez 60 000 francs à mon salaire de base qui est de 200 000, vous direz non, monsieur, votre salaire n'a pas augmenté de 10%, il a augmenté de 60% par rapport à... il a augmenté de 40%. Donc les statistiques ne voient que par rapport aux référentiels sur lesquels elles se placent. Si vous faites des statistiques sur le volume des entrées, que ce soit l'endettement qui soit favorisé et qui permette d'avoir donc ici une plus-value financière dans le pays, le paysan ne voit pas votre endettement. Une anecdote. Le gouvernement avait expliqué, disons, la croissance en Côte d'Ivoire par le fait qu'il y avait une surproduction de manioc. Le manioc qui sert donc à la fabrication, docteur Koulibaly, ça il sourit, parce qu'il connaît bien l'histoire. Le manioc qui sert donc à la fabrication de l'attiqué. Le gouvernement a fini de parler la semaine suivante, il y a une pénurie d'attiqué en Côte d'Ivoire. Ça veut dire que c'est des statistiques de mensonges. Ça veut dire que c'est des gens qui connaissent les codes de la communauté internationale pour pouvoir communiquer, transformer des réalités difficiles en réalités attractives pour les financiers. Lorsque vous prenez un avion pour aller à Abidjan, il y a 500 passagers, c'est vrai, l'avion est plein, mais il y a combien d'Ivoiriens dans l'avion? Ça aussi, c'est des réalités qu'il faut voir pour en appeler à la réconciliation. J'ai souvent l'habitude de dire que
nous sommes peut-être de ceux qui ne parlent que très peu à Laurent Gbagbo. Je ne lui parle pas. Je le lis comme on lit un livre. Je le lis à travers les actes qu'il a posés, je le lis à travers les actes que je l'ai vu faire pendant tout le temps que j'ai poussé et travaillé avec lui. Et c'est cette lecture qui nous permet d'avancer en dépit de toutes les difficultés qui peuvent être les nôtres. Donc les conditions de la réconciliation, chers amis, si je peux me résumer, c'est le retour à un état de droit. Et l'accompagnement que nous souhaitons de nos partenaires européens en lieu et place de relayer des statistiques dont nous avons parlé tout à l'heure. La Côte d'Ivoire n'est pas fractionnée en musulmans et en chrétiens comme on a pu laisser le croire. Et ça m'a rappelé la présence du vice-président de l'UNG, me rappelle une image que j'ai publiée sur Facebook. Lorsque nous partons à La Haye, nous sommes avec Étienne Guessant, conduit par notre aîné chef de délégation officieux et officiel, le docteur Koulibaly Issa Malik. On est avec Soro Sedou et on est avec Youbo. Moi, je me retrouve dans la même chambre que Soro Sedou parce que bon, on n'est pas riche pour nous permettre de payer des appartements à La Haye où chacun a sa chambre. Et c'est sur mon portable que j'indique à Soro Sedou, moi chrétien, comment il doit faire pour trouver la direction de la Mecque. Et puis il met sa nappe là, au bord du lit, et puis il prie et je dors. Et quand on doit manger, c'est Youbo là, qui est du FPI, qui est notre cuisinier. Quand on revient, que lui a fait ses déclarations, l'UNG nous dit, vous êtes parti avec lui là-bas, ça c'est votre affaire, il n'est pas parti, il ne parle pas au compte de l'UNG, dites-vous que vous avez parlé au nom de votre groupe. Parce que nos prises de position sont des prises de position nationales, c'est tout. Il n'y a pas donc une Côte d'Ivoire divisée en chrétiens et en musulmans, et en nordistes et en gars du sud. Il y a une Côte d'Ivoire de prédation, dont les enfants ne se reconnaissent pas dans la gestion qui leur est proposée, et qui donc se trouvent être divisés. L'état de droit est le vecteur directeur qui conduit à la réconciliation. Et tout ce que nous souhaitons, c'est de faire en sorte que les autorités de l'Abidjan consentent à nous accorder à chacun ses droits. Le reste là, on n'ira pas faire de forum de réconciliation, elle sera faite d'elle-même. Je vous remercie. On bâtit